Salut. Un beau jour de novembre 2019, en plein après-midi, la radio du sergent Brian Parks grésille dans sa voiture. Plusieurs personnes vêtues de longues robes noires de Jedi et de masques de V pour Vendetta, dont une serait apparemment armée d'un fusil d'assaut et une autre d'une hachette, auraient bloqué l'entrée et la sortie d'un camp de plein air à Westminster Woods, au nord de l'État de Californie. Le sergent démarre son moteur et demande qui se trouve sur place ce jour-là. On en informe rapidement, un groupe de pensée rationaliste à but non lucratif s'y est réuni pour la journée. Mais aussi et surtout, une classe de primaire s'y trouve également, eux pour pratiquer de l'acrobranche. Aussitôt, le policier allume sa sirène, l'alerte est automatiquement reclassifiée de classe 3. Pied au plancher, il répond qu'il va avoir besoin de renfort. Sur place, Brian Parks est rejoint par son adjoint et tous deux constatent alors une scène étrange. Une Toyota Prius rouge bloque effectivement l'entrée des lieux et 3 personnes, habillées comme la description qu'on lui en avait faite, scandent en cercle des slogans bizarres. Il parle de nouvelles techniques de rationalité mentale et de théorie des jeux interhémisphériques comme seul moyen d'éviter l'extinction. Que selon eux, le groupe de pensée rationaliste qui se trouve aussi là avec la classe de primaire dissimulerait des affaires d'abus sexuels. Les 2 policiers mettent les pseudos Jedi en joue et leur ordonnent de se mettre à plat ventre. Sans opposer de résistance, les 3 silhouettes s'exécutent. Et une fois arrivés à leur niveau, les forces de l'ordre constatent qu'il s'agit de 3 femmes. 3 femmes trans. En revanche, aucune arme à feu à signaler, tout au plus juste une bombe au poivre. Une fois neutralisés et alors qu'ils s'avancent plus profondément dans le camp sans savoir si une autre personne masquée pourrait leur tomber dessus, en voilà qu'une 4e apparaît. De nouveau, une femme transgenre, qui, celle-ci, ne se laissera pas appréhender aussi facilement que les autres et luttera avec les agents pour ne pas se faire passer les menottes, hurlant plus tard aux policiers qu'ils étaient des esclavagistes doublés de nazis. En revanche, toujours aucune arme à feu, ni de hachette d'ailleurs. Plus de peur que de mal. Finalement, le SWAT arrivera à évacuer les enfants et leurs enseignants en véhicule blindé, et un hélicoptère s'assurera qu'aucune autre personne en robe longue ne rôdait encore dans les parages. Les 4 femmes qui avaient semé le chaos ce jour-là s'appelaient Emma Boranian, Alex, Litam, Gwen, Danielson et Ziz Lasota. 4 femmes bientôt rejointes par des dizaines d'autres personnes, toutes pourtant instruites et promises à de grandes carrières dans la Silicon Valley, mais dont l'obsession et la peur de l'avènement d'une super intelligence artificielle maléfique fera complètement perdre les pédales, au point de semer la mort à plusieurs reprises dans leur sillage. Aujourd'hui, je vous raconte l'autodestruction d'idéalistes corrompus qui voulaient sauver le monde. Je vous parle des Isiens. Dans cette histoire, certains profils qui vont totalement vriller avaient pourtant de gros diplômes et des salaires jusqu'à 6 chiffres dans de grosses boîtes établies de la tech. Mais ils vont tout perdre en sombrant dans leur délire. Alors que si moi j'avais eu ça, j'aurais pensé qu'à une chose, tout caler chez Trade Republic. Trade Republic, vous les connaissez, c'est une banque en ligne forte de plus de 10 millions d'utilisateurs et dont le cœur de métier est de vous permettre d'investir super facilement sur tout un tas de produits, actions, ETF, crypto, etc. Et justement, si vous n'aviez pas osé vous y mettre jusqu'ici, pour les fêtes de fin d'année, Trade Republic lâche la cavalerie puisque tout le mois de décembre et jusqu'au 6 janvier 2026, ils offrent des cadeaux à tous les nouveaux arrivants sous forme d'actions ou d'ETF. C'est des paniers d'actions en gros dont la valeur peut aller jusqu'à 500 €. Juste après l'inscription, vous voyez immédiatement ce que vous allez recevoir. Tout ce qu'il faut ensuite, c'est verser 100 €, effectuer 3 investissements dans les 21 jours et obtenir votre cadeau de Noël personnel. Tout est super simplement expliqué dans l'application. Ça peut être le bon coup de pouce qui peut faire la différence pour t'y mettre. Et puis, si ça vous plaît, vous n'aurez plus ensuite qu'à vous choper leur carte miroir et puis découvrir tous les avantages qu'ils proposent, de l'épargne, du save back, ah oui, et l'espèce laissée sur le compte courant et rémunérée, et j'en passe. En vrai, très sincèrement, il y en a trop pour les énumérer. En tout cas, n'hésitez pas à participer à leur concours de Noël en passant par ce QR code ou via le lien dans la description. Et encore une fois, bien sûr, merci à Trade Republic de m'accompagner sur ces vidéos. Ok, tout commence avec lui. Enfin, elle, aujourd'hui, Jack Lasota. Né anatomiquement homme en 1991 en Alaska, est né d'une famille de 3 enfants. Très tôt, c'est évident, Lasota est très douée avec tout ce qui touche de près ou de loin aux ordinateurs. Et c'est donc naturellement qu'elle va s'orienter vers des études en sciences informatiques. Alors, on sait pas grand chose de sa jeunesse, mais ce qui est sûr, c'est que c'est au cours de son adolescence qu'elle va un beau jour tomber sur un forum qui va totalement changer sa vie et sa vision du monde, lesswrong.com. Lesswrong, c'est un forum anglophone qui rassemble tout un tas de personnes autour de questionnements moraux et surtout d'une philosophie, le rationalisme.
C'est l'idée d'appréhender la vie à travers la logique et d'optimiser ses choix selon la science et la raison. Bon, jusqu'ici, pourquoi pas. Le truc, c'est que beaucoup de rationalistes ont une crainte. Une crainte qui sera à la base de notre histoire. La peur de l'avènement d'une super intelligence artificielle. Une IA omnisciente qui, si mal programmée, mal alignée avec les intérêts humains, deviendrait alors, selon eux, la plus grande menace existentielle à laquelle l'humanité est à faire face. Sauf que toutes ces thématiques fascinent, peut-être un peu trop, la jeune Lasota qui, chaque jour, passe des heures et des heures à se nourrir de toutes ces réflexions devant son ordinateur. Et elle aussi, petit à petit, commence à sérieusement se pencher sur la menace que représenterait une IA malfaisante pour l'espèce humaine. Et à force, à mesure qu'elle grandit, elle se dit que se renseigner n'est pas suffisant. Elle veut agir, comme certains rationalistes le font déjà. Elle aussi veut concrètement aider à préserver l'humanité de l'avènement d'une potentielle super IA néfaste. Certains vont alors lui suggérer de faire des dons à des organismes qui mènent de la recherche sur le sujet. D'autres, de participer à des groupes de réflexion pour trouver des idées qui aideraient. Nous arrivons alors en 2016. Jack Lasota a 25 ans et prend la décision de déménager en Californie, dans la baie de San Francisco pour être plus précis, au cœur de là où tout se passe autour de ces questionnements numériques. C'est d'ailleurs une fois en Californie que Jack décide de changer de genre et de se rebaptiser Ziz Lasota. Pour la petite précision, mais je pense que vous l'avez entendu depuis le début, dans cette histoire, je genrerai Ziz Lasota et ses comparses selon leur choix perso, à savoir souvent elle. Voilà, c'était juste pour pas qu'il y ait de confusion. Bref, super, mais le problème c'est que la réalité va vite rattraper la jeune informaticienne. Parce qu'à ce moment-là, les loyers à SF battent des records. Or, si elle veut mettre de côté pour pouvoir servir sa cause, il va falloir qu'elle trouve une alternative. Et c'est là qu'elle va se rappeler d'une autre femme trans avec qui elle aimait discuter sur Less Wrong depuis des années, Gwen Danielson. Gwen a un vieux voilier, alors ensemble elles vivront dedans quelques semaines avant que Lasota n'achète le sien, le Black Signet. Enfin, avec un troisième camarade, elles finiront par investir quelques centaines de dollars dans un vieux remorqueur de la Navy âgé de 70 ans flottant à peine, le Caleb. Et voici qu'en quelques mois apparaît dans la baie de San Francisco la bien autoproclamée Rationalist Fleet. Et c'est là que ça va sérieusement commencer à partir en sucette. Maintenant qu'elles sont proches physiquement de la scène rationaliste, les jeunes femmes participent régulièrement à des soirées et à des ateliers autour de cette philosophie. Notamment certaines réunions d'un groupe nommé le MIRI, pour en français l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle, fondé par le créateur de Less Wrong. Ouais, c'est un petit milieu. Le MIRI, c'est un groupe assez controversé, déjà accusé de dérives sectaires qui aurait poussé d'anciens membres et des chercheurs au bout de la paranoïa. On y parlerait de débugger l'espèce humaine, de conditionnement de masse et j'en passe, sous prétexte de sauver l'humanité de l'IA. Ouais, rien que ça. Toujours est-il que le MIRI, les rationalistes et leur cercle de réflexion, tordus ou non, c'est compliqué, maintenant qu'elle y a accès concrètement, physiquement, vont faire l'effet d'un détonateur pour Ziz, déjà sensible sur les questions d'anéantissement de notre espèce. Et lorsque les jeunes femmes sont de retour au large, isolées, elles cogitent de ce qu'elles ont tiré des réunions, leurs dernières pensées. Elles développent leurs craintes et commencent à élaborer des solutions à apporter, selon elles, pour aider l'humanité dans sa lutte contre une IA démoniaque. On est en 2017. Ça fait 1 an que Ziz et Gwen sont dans le coin et elles ont déjà entamé leur descente aux enfers. Et je pèse mes mots, tenez-vous bien, parce que Ziz va aller beaucoup plus loin que ce que le MIRI et les internautes rationalistes de Less Wrong pouvaient proposer pour préserver l'humanité de l'apocalypse des machines. Pour que vous compreniez à quel point le dérapage va être agressif, il faut se pencher sur le blog que Ziz entretient. Un blog qu'elle a appelé sinceriously.foryourinformation. Depuis son rafio, la jeune femme rationaliste va y étaler sa pensée dans un nombre conséquent de posts. Ce blog est important parce qu'il sera un témoin tout au long de sa descente aux enfers, de son pétage de câble absolu sur fond de peur viscérale de ne pas pouvoir suffisamment contribuer à empêcher une IA maléfique de voir le jour. Ok, vous savez quoi ? Voici quelques exemples de ce qu'on pouvait déjà y lire à l'époque. Déjà, on va traiter ça de suite. Dans un article, elle explique avoir déjà pensé à se donner la mort pour ne pas participer malgré elle à faire tourner une économie qui ferait, d'une manière ou d'une autre, progresser l'apparition de cette IA, mais qu'elle y a renoncé parce qu'en fait, selon elle, cela perturberait trop ses proches qui pourraient eux-mêmes être empêchés de lutter contre son avènement à cause de ça. Oui, je vous avais dit, il va falloir vous accrocher, parce que ça va très loin et ça c'est que le début. Dans un autre article, Ziz étaye très sérieusement que pour arriver à ses fins, elle envisage de transformer le plus de personnes possible autour d'elle en sociopathes.
Enfin, pas n'importe quel type de sociopathe. Des sociopathes selon The Office. Oui, The Office, la série, la comédie marrante à l'origine d'une tonne de mèmes. Parce qu'en fait, en observant The Office, la version américaine, Ziz en aurait déduit l'existence de 3 typologies de personnes. 1. Les sociopathes, dénués d'empathie et difficiles à manipuler, faits pour diriger, comme elle. Contrairement à 2. Les naïfs, qui eux seraient faits pour suivre et être loyaux, mais toujours moins pire que 3, la dernière catégorie, les losers, inutiles et désabusés. Je vous avais prévenu qu'elle allait vraiment partir en freestyle. Ok, vous en voulez encore? Ziz La Sota, toujours dans son blog, va identifier celles et ceux prêts à la suivre à des sites véganes. Oui, des sites, Star Wars. Car selon elle, les sites font ce qu'ils veulent au plus profond d'eux-mêmes. Ils retirent tout ce qui les en empêche. Et vegan, car c'est depuis plusieurs années une cause qui lui tient particulièrement à cœur et dont elle regrette d'ailleurs que les rationalistes plus classiques de Les Strong ne s'emparent pas davantage. En fait, petit à petit, à la lecture de ce site, on comprend surtout une chose. Pour Ziz, plus les mois passent, plus il semble évident que la fin justifiera n'importe quel moyen. Mais attendez, son amie Gwen Danielson n'est pas non plus en reste. Elle aussi mettra la main à la pâte pour façonner leur philosophie et leur plan d'action. Danielson, elle, de son côté, théorisera ce qu'elles appelleront la théorie des jeux et du sommeil uni-hémisphérique. Oui, avec Star Wars, c'est encore un des trucs en lien avec ce dont je vous parlais en intro. En fait, selon Gwen Danielson et Ziz, par la force des choses, chaque humain aurait son cerveau scindé en 2 hémisphères qui veulent s'entretuer, qui peuvent être soit bons, soit mauvais, mais qui doivent malgré tout cohabiter entre eux. Et que très rares seraient les personnes ayant 2 bons hémisphères, Ziz La Sota en faisant évidemment partie. Bon, et si jusque-là ce n'était que perché, entre guillemets, là ça va carrément devenir dangereux. Parce que selon Danielson et Ziz, il existerait néanmoins une façon pour les moldus d'améliorer leur capacité cérébrale. Pour ça, il faudrait pratiquer le sommeil uni-hémisphérique. En gros, être capable de ne reposer qu'une partie de son cerveau à la fois. Alors, c'est un truc de survie que certains animaux, genre les canards, font naturellement pour constamment rester en alerte. Mais dans le cas des humains, ce que prônent Gwen Danielson et Ziz La Sota s'apparente à peu de choses près à de la privation de sommeil, bête et méchante. Et ça, tout ce que je viens de vous expliquer, bon déjà c'est très vulgarisé parce qu'en vrai c'est écrit d'une manière ultra perché sur le blog, mais surtout, ce n'est qu'une infime partie de toute l'idéologie en marge du rationalisme que développent les jeunes femmes. Tout vous énumérer n'aurait aucune fin, et puis surtout, ça part vraiment loin. En pagaille, elles y parlent d'humains vampires et d'autres zombies. Ziz, dans un article, fait presque l'éloge d'Elliot Rodger. You sexually active men, I hate you. I hate all of you. Un leader incel, auteur d'une tuerie qu'elle qualifie de chevalier de la mort, presque glorifié, enfin. Mais bref, tout ça pour dire, je pense que vous avez l'idée et que vous commencez à comprendre. Pendant plusieurs mois, durant des années même, suivant leur arrivée à San Francisco, au contact physique des rationalistes et de leurs réunions de pensée parfois cheloues, et puis ensuite entre elles, La Sota, Danielson, et bientôt quelques amis convaincus à leur cause et qui se feront rapidement surnommer les Ziziens, vont totalement partir en vrille à bord de leur bateau. Et si jusqu'ici ça peut simplement ressembler à un délire entre personnes un peu perdues, les dégâts allaient commencer à être réels. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'il allait y avoir des morts? Ça commence maintenant. Ziz avait des adeptes, de plus en plus d'adeptes, des gens qui, comme elle, ne trouvaient pas pleinement réponse à leurs craintes sur Les Strong ou dans les réunions du Miri. Et pour qui Ziz était une potentielle solution, aussi frappée soit sa philosophie. Elle au moins, quelque part, était radicale pour sauver l'humanité. Parmi ces personnes, Maja Pasek. Une jeune femme polonaise de 28 ans qui était tombée sur son blog courant 2017. Ziz et Maja vont échanger en ligne pendant des mois, jusqu'à ce que Ziz ne persuade Maja d'essayer le sommeil uni-hémisphérique pour se débugger et débloquer son potentiel cérébral. Ça va durer 3 mois. 3 mois à lutter contre le sommeil. 3 mois durant lesquels Maja Pasek, chez elle à Cracovie, à plus de 9000 km de San Francisco, va sombrer dans la folie baignée par les idées de Ziz. Jusqu'à en déduire qu'elle ne parviendrait pas à réconcilier ses hémisphères. Peu importe ce que cela veut dire, et qu'elle serait ainsi plus utile morte, avant de ne finir par se jeter de la fenêtre de son appartement le 28 mars 2018. La mort de Maja Pasek n'arrêtera rien. Au contraire, elle confortera Ziz dans sa vision des choses. Selon elle, ça a confirmé que leur théorie était juste. Que tout le monde ne pourrait pas supporter la mission salvatrice qui leur incombait.
Bon, là, ça y est, les rationalistes classiques et le Miri, qui avaient déjà commencé à prendre leur distance avec les Ziziens, actent définitivement le divorce. Ça faisait déjà un petit moment que les écrits du blog de Ziz ne passaient pas inaperçus auprès de certains rationalistes qui craignaient qu'elles ne finissent par tuer quelqu'un pour ses idées de plus en plus radicales. En bref, la branche radicale du mouvement prenait le large. Non, sans faire des dégâts au passage. Ah oui, non, parce que de leur côté, les Ziziens avaient elles aussi des choses à reprocher aux rationalistes traditionnels, le Miri et leurs comparses. Allez savoir si c'était par ego de s'être fait mis à la porte ou par réelle conviction, mais Ziz commencera à accuser les rationalistes de masquer des affaires d'agression sexuelle, entre autres sur mineurs, dans l'organisation, et aussi d'être transphobes. Sur les réseaux, Discord, Tumblr, Facebook, le ton monte entre les Ziziens et les rationalistes, des propos qui dépasseront bientôt le cadre numérique pour déborder dans le réel. Et nous voici alors arrivés en 2019 à la séquence surréaliste que je vous racontais en intro, lorsque 4 Ziziennes, habillées à la mode Star Wars, site vegan, tout ça n'oubliez pas, dont Ziz elles-mêmes iront protester lors d'une réunion d'un groupe de pensée rationaliste à Westminster Woods. Pour le bordel qu'elles auront créé au camp de Westminster Woods, les 4 jeunes Ziziennes seront incarcérées quelques jours avant de n'être relâchées en attendant leur procès. Au cours de l'année 2020, et malgré la pandémie qui n'aidera clairement pas à rétablir l'équilibre psychologique du groupe, les Ziziens vont s'agrandir. De nouveaux profils, toujours plutôt similaires, à savoir des têtes en informatique ou en mathématiques, ayant souvent fait de grandes études, voire étant parfois passés ou étant toujours dans d'énormes boîtes de la tech, presque systématiquement véganes, transgenres et ou non-binaires, et sensibles à l'idéologie rationaliste, viennent gonfler les rangs de Ziz. Puis vient 2021. Et alors que le procès de la manifestation ne serait plus trop tardé, c'est là qu'un autre drame va avoir lieu. Jay Winterford avait passé quelques mois sur la flotte aux côtés de Ziz. Winterford était aussi une femme trans qui avait connu une enfance jonchée de traumatisme. Ziz avait, je cite, essayé de la fixer, de la réparer en lui inculquant sa philosophie et ses préceptes. Mais, vous le voyez venir, en 2021, Jay Winterford se donne la mort dans des circonstances restées secrètes. Pour les rationalistes, Winterford, après Pasek, est la seconde victime des Ziziens. Mais pour la justice, il est trop difficile d'établir un lien de cause à effet suffisamment fort pour faire condamner la mini-secte à ce titre. Et puis, faut dire que bientôt, ce seraient les chefs Ziziennes elles-mêmes qui disparaîtraient dans la nature. Nous sommes maintenant en 2022 et depuis quelques mois déjà, la justice a commencé son travail et convoque régulièrement les 4 Ziziennes responsables du bordel de Westminster Woods à comparaître au tribunal pour répondre de leurs actes. Alors, de nouveau, je vais vous passer les détails parce que pénalement, c'est un bordel sans nom. Les Ziziennes s'étant elles-mêmes retournées contre la police pour harcèlement et torture, puis contre leurs propres avocats et même la juge pour transphobie en gros. Mais toujours est-il que c'est alors que les convocations au tribunal et les auditions s'enchaînent qu'en août 2022, Gwen Danielson, bras droit depuis le départ de Ziz, ne se présentera pour la première fois pas au tribunal. Un mandat d'arrêt est alors émis contre elle, mais rien à faire. Gwen est introuvable. Quelques semaines d'errance passent jusqu'à ce que finalement la nouvelle ne tombe de l'avocate de Gwen Danielson elle-même. C'est terminé. Cette dernière n'est plus. Gwen Danielson s'est donné la mort, sans ajouter plus de détails. Et Ziz n'allait elle aussi pas tarder à suivre ses pas. Le soir même de l'annonce du suicide de sa comparse, Ziz est sur son bateau, le Black Signet, avec sa sœur et Emma Boranian, une fidèle Zizienne qui avait elle aussi participé à foutre le bordel au camp de Westminster Woods, rappelez-vous. Il est 23h, il fait nuit noire, et Ziz se penche un bref instant au-dessus du moteur pour vérifier quelque chose lorsqu'elle trébuche et tombe à l'eau. Sa sœur et Emma paniquent, personne ne porte de gilet de sauvetage, elles ne savent pas non plus piloter un bateau et on ne voit pas à 2 mètres dans cette obscurité. 5 minutes après la chute, les gardes-côtes de San Francisco sont alertés. Tous les hélicoptères, bateaux, drones, avions ainsi que les unités de pompiers maritimes des comtés voisins sont mobilisés dans toute la baie, mais le résultat est décevant. L'après-midi suivant, personne n'a été retrouvé. Les secours sont formels. Ziz Lasota n'a pas pu survivre aussi longtemps. En une seule journée, ce 19 août 2022, les 2 têtes pensantes du mouvement sectaire des Ziziens venaient de disparaître.
On pourrait penser qu'avec la mort de Gwen Danielson et Ziz Lasota, l'histoire s'arrêterait, que le mouvement disparaîtrait lui aussi. Mais il n'en est rien, ceux endoctrinés resteront pour la plupart murés dans leurs dogmes. Non, par contre, avec la mort des deux femmes, viendrait aussi la fin définitive de la Rationalist Fleet. Depuis quelque temps déjà, les bateaux, trop endommagés, étaient boudés par certains membres de la communauté. Et le Caleb, le plus gros d'entre eux, ce vieux remorqueur, finirait même par couler faute d'entretien en 2022. Abandonné au large de San Mateo où il repose encore aujourd'hui. Apparemment, ça a coûté 2 millions de dollars de le dégager donc. Alors, certains membres étaient partis s'éparpiller aux quatre coins des USA. D'autres, comme Emma Boranian et Alex Litam, n'avaient pas attendu le naufrage du navire pour trouver refuge depuis quelques années déjà dans deux vieilles caravanes miteuses installées sur un terrain vague proche de San Francisco, en faisant, de fait, le second QG de la secte. Caravane qu'elle louait 2000 $ à Curtis Lind, un sympathique octogénaire, ancien grutier, qu'elles avaient rencontré au port alors qu'il leur avait vendu une ancre pour le Caleb. Au début, tout se passait bien. Les Isiens sur place y menaient leur vie comme ils l'entendaient. Curtis Lind se fichait pas mal de leur activité. Bon, ils étaient chelous. Ils se trimballaient souvent à poil avec pour seul vêtement des masques à gaz, mais vas-y. Non, par contre, lorsque ces dernières commencèrent à avoir du retard dans leurs créances, puis à tout simplement stopper d'honorer leur loyer, la situation s'est envenimée. Curtis Lind s'est alors retourné contre ses locataires en justice. Ce qui n'a pas trop plu au principal concerné. Kurt called me up and he said I just had an incident with them at the yard. I said, Kurt, you need to get a gun. Qui, pour la première fois, n'allait pas se contenter de pousser les gens à sauter la vie, mais allait le faire elle-même. 13 novembre 2022. Ziz Lasota et Gwen Danielson sont mortes depuis maintenant plusieurs mois. Et dans 2 jours, les Isiens doivent être expulsés de leur caravane. C'est un dimanche, a priori, comme les autres qui s'annoncent. Mais ce matin, inhabituellement, une Zizienne, une certaine Suri Dao, vient interpeller le propriétaire des lieux. Une fuite d'eau serait apparemment en train d'endommager les caravanes. Curtis Lind arrive sur les lieux, et là, 4 Isiens lui sautent dessus armés de couteaux et d'un katana. Curtis Lind se fait poignarder une 12aine de fois lorsqu'il parvient à sortir son pistolet et à abattre Emma Boranian. Blessé Alex Litam avant de ne fuir, un katana planté dans le corps pour prévenir la police. Ces derniers arrivent rapidement sur place. Les Isiens sont toujours là, blessés, apeurés ou morts. Bref, tout le monde est transporté d'urgence à l'hôpital. He did get a gun. And that saved him. Et contre toute attente, Curtis Lind survivra à ses blessures, non sans perdre son œil droit au passage. Mais de cette attaque, c'est même pas ça le plus surprenant, non. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils étaient 4 Isiens. Emma Boranian, dorénavant morte, Alex Litam, blessé, Suri Dao, qui a tendu le piège, et une certaine Julia Dawson, qui, lorsque la police prend ses empreintes et va les vérifier au commissariat, s'avère être une fausse identité, mais dont le vrai nom qui apparaît sur l'écran des forces de l'ordre est Ziz Lasota. Mais c'est déjà trop tard. Lorsque les policiers s'aperçoivent du mensonge, que Ziz Lasota est bel et bien vivante, elle s'est déjà échappée de l'hôpital. Parmi les Isiens qui avaient décidé de vivre loin de la Californie se trouvait Michelle Zajko, qui, comme tous les profils de ce groupe, était une brillante diplômée, elle en bioinformatique, ayant même fait un stage à la NASA. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle d'elle spécifiquement ? Eh bien, parce que le soir du 31 décembre 2022, tout juste un mois après l'agression au katana de Curtis Lind, alors que les Isiens sont plus que jamais déchaînés, que Ziz court dans la nature, ce seront les parents de Michelle, Rita et Richard Jasko, qui vont à leur tour mourir. Ce réveillon, le couple de sexagénaires le passe seul, tranquille, dans leur maison de Chester Heights en Pennsylvanie. Or, à 23h29, une caméra de surveillance du quartier filme ceci. Les corps de Rita et Richard ne seront découverts que 2 jours plus tard, abattus chacun d'une balle de 9 mm dans la tête dans la chambre d'enfance de Michelle, leur fille, dont c'était d'ailleurs l'anniversaire ce soir-là. Aucune trace d'effraction. Le couple connaissait leur bourreau. Michelle niera savoir quoi que ce soit du drame survenu au domicile familial. Mais les policiers n'allaient pas se contenter de ça.
Le soir des funérailles des parents Zashko, les policiers se présentent à la chambre 111 de l'hôtel où séjourne Michel. Ils y viennent avec un mandat d'arrêt pour des fouilles et des prélèvements ADN. S'ils trouveront bien 40 000 $ en cash dans la voiture de la suspecte, ainsi qu'un 9 mm et 5 boîtes de munitions, ce n'était rien en comparaison de la surprise qui les attendait. Non, parce qu'en plus de Michel dans la chambre d'hôtel ce soir-là, la police mettra aussi la main sur 2 autres Ziziens. Daniel Blanc, ainsi qu'une autre à la chevelure blonde et vêtue d'une grande robe noire, alors cachée dans la salle de bain de la chambre. Oui, Ziz Lasota. Morte en août, réapparue en novembre, puis redisparue en s'échappant de l'hôpital, et aujourd'hui en compagnie d'une autre présumée meurtrière, le soir des funérailles de ses parents. Blanc et Zashko seront rapidement relâchés en attendant que l'enquête n'avance davantage. En revanche, Ziz Lasota sera elle emprisonnée, enfin elle avait déjà fui 2 fois. D'abord en se prétendant morte, puis ensuite en ayant fui un hôpital après avoir probablement participé à planter un vieux. Faudrait pas déconner. La police fera une photo d'elle ce jour-là. Photo sur laquelle Lasota mimera d'être morte. Le RP jusqu'au bout. 500 000 $. Voilà sa caution initiale. Mais faut croire qu'elle avait un bon avocat puisqu'il réussira à faire diminuer sa caution à 10 000 $. Somme que la mère de Ziz paiera pour la faire libérer le temps de son procès. Ouais, je sais pas quoi vous dire non plus. Après tout ça, entre les disparus, les relâchés, les morts, à partir de 2023, seuls 2 Ziziens étaient encore en prison faute de n'avoir personne sur qui compter pour financer leur caution. Alex Litam et Suridao, accusés d'avoir tenté de tuer Curtis Lind à base de couteau et de katana quand même. En plus, les 2 prisonnières ne se faisaient pas du tout discrètes, chacune ayant plusieurs fois tenté de s'évader, enfin bon bref. Leurs avocats, bien que Dao essayait de se défendre seul, tentèrent d'éviter le procès en plaidant la folie. Mais ça ne fera que retarder la justice, qui refusera la demande et finira par les envoyer devant un juge cette année, c'était en janvier 2025. Mais alors que le procès approche, quelqu'un va leur faire une faveur. Curtis Lind s'était plutôt bien remis de son agression, il avait 82 ans quand même, et était, selon le procureur, le seul témoin oculaire de cette affaire. En bref, son témoignage était très attendu pour faire écrouer pour de bon les 2 Ziziennes. Oui, vous le voyez venir. Nous sommes alors le 17 janvier 2025. Lind marchait dans la rue lorsqu'une personne vêtue d'un bonnet noir, d'un masque et d'un t-shirt violet sorti de nulle part passa un bras autour du cou du vieillard pour le poignarder à plusieurs reprises avant de lui trancher la gorge, l'abandonnant sur le trottoir dans une mare de sang. Cette fois-ci, le grand-père ne survivrait pas. Deux jours après le meurtre de Curtis Lind, le 19 janvier 2025, la police fédérale du Vermont, littéralement de l'autre côté des États-Unis, décide de passer à l'action. En fait, ça faisait bientôt une semaine qu'ils surveillaient 2 jeunes femmes au comportement très étrange. Une certaine Teresa Youngblood, 21 ans, et un certain Felix Bockholt, récemment devenu Ophelia Bockholt, femme transgenre de 28 ans, ex-employée d'une firme de trading où elle gagnait très bien sa vie. Les 2 jeunes femmes étaient suspectes parce que ça faisait un moment qu'elles rôdaient dans le coin vêtues de noir avec des gilets tactiques, ainsi que des armes à feu clairement visibles sur elles. C'est pas illégal dans le Vermont, mais à force c'est bizarre. Puis, elles auraient aussi été aperçues en train d'emballer leur téléphone dans du papier aluminium pour en bloquer le signal. Bref, à être trop suspectes, après des jours de surveillance, la police du Vermont décide d'intervenir pour s'assurer qu'elles n'ont pas de mauvaises intentions. En pleine interstate, 3 voitures de police interceptent la Toyota Prius bleue des 2 jeunes femmes. La voiture s'immobilise et la conductrice, Youngblood, en sort un Glock à la main et abat un agent fédéral avant d'être elle-même blessée par balle. Quant à la passagère, Bockholt, elle n'aura pas le temps d'ouvrir le feu. Alors qu'elle s'apprêtait à dégainer, elle est abattue sur le siège passager. Dans la voiture, des lunettes de vision nocturne, du matériel tactique et d'autres armes sont retrouvées. Des armes dont la police retracera, grâce à leur numéro de série, l'acquéreur. Une certaine Michel Zashko, elle-même soupçonnée d'avoir abattu ses parents quelques années plus tôt. Mais ça ne s'arrête pas là. En fouillant la vie de la survivante à la fusillade, Teresa Youngblood, la police du Vermont s'aperçut qu'elle était en procédure de mariage avec un certain Maximilian Snyder, un jeune data scientist. Snyder qui, au même moment, était en train d'être arrêté par la police californienne qui, en collectant des preuves ADN sur la scène de meurtre de Curtis Lind, l'avait identifié comme le meurtrier du vieillard. Les Ziziens étaient en folie meurtrière aux 2 extrémités des USA et l'affaire allait prendre une ampleur nationale.
Les médias font leur une sur cette secte d'esprits promis à de grandes carrières. New developments in the case of a woman charged in connection with the death of a border agent in Vermont. Mais qui ont tous sombré dans les délires apocalyptiques technologiques de Ziz Lasota. Le visage de la jeune femme apparaît alors dorénavant sur tous les postes de télévision des Américains. Si vous avez suivi, vous savez que Ziz Lasota, à ce moment-là, elle est en liberté conditionnelle puisque sa mère a payé sa caution. Sauf que, sans surprise, la date de son procès venue, alors en liberté sous caution après avoir été retrouvée dans la chambre d'hôtel de Michel Zasco, Ziz ne s'est évidemment pas présentée au tribunal comme elle l'aurait dû et est repartie en cavale. Qui l'eût cru ? Nous sommes en février 2025. Et un citoyen du Maryland appelle la police. 2 camions blancs squattent son terrain et 3 personnes vêtues de noir ressemblent à ceux dans l'affaire qui tournent partout à la télé. La police débarque alors pour tomber sur Daniel Blank, Michel Jaschko et Ziz Lasota. Toutes 3 ceinturées de cartouchières et armées d'armes de poing. Après des négociations tendues, les 3 Ziziennes se rendirent finalement pour enfin être emprisonnées sans possibilité de caution. Aujourd'hui, fin 2025, l'écrasante majorité des Ziziens et Ziziennes sont incarcérés en attendant leur procès respectif. La peine de mort a même été requise contre Teresa Youngblood, la survivante de la fusillade du Vermont qui a coûté la vie à un agent fédéral. Une seule est encore dehors, Gwen Danielson. Ouais, Ziz n'était pas la seule à avoir feinté sa mort. Lorsque Gwen Danielson a pris la mise hors d'état de nuire de ses anciennes camarades, elle réapparut par le biais de son avocate. Elle expliquera qu'elle avait préféré disparaître après des désaccords avec Ziz, craignant pour sa vie, et qu'elle vivait dès lors, depuis des années, cachée le temps que la secte ne soit mise en déroute. Les procès auront lieu les uns après les autres dans les mois et années à venir. L'histoire des Ziziens, c'est celle de personnes pourtant dotées d'une intelligence rare, qui ont tous et toutes déraillé, noyées dans une paranoïa de potentielle fin du monde sur fond d'intelligence artificielle apocalyptique, qui, pour se sentir utile sauver l'humanité d'une fin qu'elles pensaient programmée, auront commis le pire. Les Ziziens, s'il en fallait une, sont une bonne représentation de l'adage qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. She is facing weapons charges, but has not been charged with murder. Her attorneys asked the court to give her until the end of January to submit evidence and potentially avoid the death penalty.